Bien, d'abord, merci de m'accueillir ici et de me proposer d'intervenir. Merci à Rafika, Adèle et bien sûr tous les membres du Monde du Globe. Moi, je suis chercheur et enseignant en sciences politiques à l'université Paris-Dauphine, qui est plutôt l'université d'enseignement de la gestion, du management, des finances, mais dans lequel il y a un petit groupe de sociologues et de politistes qui s'efforcent quand même de faire des sciences sociales dans cette université. Donc, je suis chercheur là-bas. Et je m'intéresse particulièrement au processus de changement de régime et de transition démocratique. Donc pendant des années, j'ai travaillé sur la Pologne, l'Europe centrale post-communiste, pour comprendre comment d'un régime autoritaire on passe à un régime démocratique, pour aller vite. Et depuis 2 ans, parce que je connaissais un petit peu la Tunisie avant, et parce que le processus tunisien est exceptionnel, extraordinaire, et fascinant, j'ai décidé de travailler aussi sur la Tunisie, donc c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. L'Institut Paris-Dauphine, pendant plusieurs années, j'avais une semaine par an, et venant pour étudier le processus de changement de régime en Tunisie depuis la Révolution, j'avoue avec beaucoup de honte n'être jamais venu ni à Gafsa, ni à Sidi Bouzid, ni dans les régions de l'intérieur depuis. Donc, pour moi, c'est une espèce de chemin, un peu de pèlerinage en quelque sorte, de venir ici pour aller découvrir vraiment le cœur de la révolution tunisienne. Donc on s'est refusé à comparer ces révolutions, ces changements avec des épisodes de l'histoire qui n'ont pas réussi. Et je pense justement à ceux du monde arabe. Par exemple, la révolution, entre guillemets, en tout cas les évolutions qui ont marqué l'Algérie entre 1988 et 1991, qui ressemblent beaucoup, en tout cas dans ses prémices, à ce qui s'est produit en Tunisie en 2010. Les émeutes du pain en Algérie, l'ouverture constitutionnelle par le président Chadli, l'émergence de quelques partis politiques dans les mois qui ont suivi, des élections, et puis comme vous le savez, ça s'est interrompu brutalement, mais je ne dis pas évidemment que le chemin tunisien va prendre celui d'Algérie, fort heureusement, et je ne le pense pas. Simplement, ce qui est troublant, c'est qu'on n'a pas comparé, on n'a pas cherché à comparer. On a préféré comparer avec des situations qui ont réussi. Et il me semble que cela ne relève pas de la manipulation idéologique, mais en tout cas repose, à mon avis, sur des préconceptions de ce que doit être une démocratie, de ce que doit être une transition démocratique réussie. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on compare un processus en cours, comme c'est le cas de la Tunisie, à des processus déjà terminés et considérés comme ayant réussi ailleurs, alors on est dans une comparaison de type normative. On compare le présent en fonction de ce qui doit advenir dans le futur, et par conséquent, on se refuse peut-être à observer concrètement ce qui se passe sous nos yeux. Alors, un enjeu du changement lui-même. C'est-à-dire que vous êtes à la fois, au fond, jugé parti de ce processus-là. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est que chacun agit, et en agissant, cherche à se légitimer comme acteur. Bon, je reviendrai là-dessus peut-être tout à l'heure, mais c'est peut-être pas complètement essentiel. Bon. Personne n'a parlé de vraiment révolution. On est dans un projet, si on veut dire, des projets. Si demain, ce qui se passe en Tunisie répond aux 3 revendications et les slogans de ce soulèvement, comme ça, à ce moment-là, on est devant une révolution. Mais on est dans un projet. Il y a des choses qui sont réalisées. Par exemple, la chose la plus importante, et avec ça, on peut construire, c'est la peur. Ça, la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on se sent libre, malgré tout, malgré tout problème. On se sent libre. Moi, je dis, parfois, je me déplace entre la France et ici. Parfois, je me sens plus libre ici qu'en France.